Bon, il faut qu'on parte. Someone can notify the police or the authorities or someone can help. I have water and some food. I'm gonna stay here. Il y a un truc qui me passionne depuis hyper longtemps et je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi. Ce truc-là, c'est des gens qui sont restés bloqués sous terre. Alors je sais, dit comme ça a l'air vraiment stupide, mais c'est vraiment le genre de truc qui, moi, personnellement, m'angoisse de fou et à la fois m'intéresse de fou. Et aujourd'hui, messieurs, dames, je me suis dit qu'on pouvait s'installer, prendre des petits popcorn et regarder 5 affaires étranges de personnes qui sont restées bloquées sous terre, enfermées. Aujourd'hui, on va se pencher sur 5 affaires où des gens sont restés sous terre pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs années. Non, j'abuse un peu quand même, mais qui sont restés très longtemps sous terre et qui s'en sont sortis ou pas. Ça dépend des cas. L'accident minier de Copiapó. Et c'est l'un des accidents les plus impressionnants que j'ai trouvé durant mes recherches sur cette vidéo. Tout se passe dans la mine de San José, au nord de la ville de Copiapó, au Chili. Les mineurs sont en plein travail. On extrait de ce sol essentiellement de l'or et du cuivre. Mais tous les travailleurs se méfient du terrain. En effet, il y a déjà eu de nombreux accidents, dont un qui a provoqué la mort d'un des mineurs. Alors on se montre prudent, mais il faut quand même faire le travail. C'est en pleine journée qu'ils entendent soudainement un bruit sourd. En général, on sait que ce genre de bruit se termine mal. Un éboulement, une explosion peut-être. Dans tous les cas, ça sent pas bon. Imaginez la peur qu'ont dû ressentir les 33 mineurs qui travaillaient là quand tout est arrivé. Imaginez leur angoisse quand ils ont compris qu'ils étaient coincés sous terre à 688 mètres de profondeur et à près de 5 km de l'entrée de la mine. Ils sont 688 mètres sous terre. C'est énorme les gars, c'est presque 1 km sur terre. Et ils sont à plus de 5 km de l'entrée. S'ils sont bloqués à ce moment-là, c'est finito pour eux. Un enfer pour ces 33 hommes. Certains étaient sans doute mariés et avaient des enfants. Toute leur vie a dû défiler dans leur tête. Tous les regrets et les petites choses ont dû leur fendre le cœur. À cette profondeur, comment prévenir qui que ce soit de ce qui vient de se passer? Parce que oui, ça sera un petit peu trop fun sinon. Déjà, il fait très chaud, mais surtout, il n'y a pas de réseau. On est presque à 1 km sous terre, donc évidemment, la 5G, elle ne passe pas. Heureusement, comme ce genre d'incident a déjà eu lieu, un abri a été creusé dans la mine, un peu plus bas. Et c'est là que les mineurs vont trouver refuge. Par chance, il n'y a aucun mort durant le bruit. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore vraiment ce que c'était ce bruit. L'accident ne passe pas inaperçu en surface. Les autorités sont rapidement prévenues. Et la grosse dinguerie déjà pour cette première affaire, le président prend la parole. Voilà, le président du pays, il arrive, il prend un mic et il fait « Messieurs, dames », c'est du papier toilette, oui, c'est un micro, faut visualiser. « Messieurs, dames, nous allons tout faire pour les retrouver. Nous allons tout faire pour les sortir de cette grotte. Vous inquiétez pas, messieurs, dames, nous... » J'ai pas d'inspi. Voilà. Mais en gros, ils vont faire en sorte de les sortir de la grotte, quoi. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Malgré un message du président qui dit tout faire pour les faire sortir de là, de mettre tout ton pouvoir pour faire ce qui est humainement possible, la vérité est tout autre. Il y a en fait peu d'espoir. Ces 33 familles qui se retrouvent dans l'angoisse de perdre un être qui leur est cher. Des sondes sont envoyées par des puits d'aération en espérant avoir des nouvelles. C'est une longue attente pour tout le monde. Des instants sans doute de désespoir pour toutes les familles et toutes les personnes qui attendent des nouvelles de leurs amis. Parents, voisins, coincés sur terre. Le président, lui, c'est toujours un super-héros dans sa tête, il va même aller sur place, ok? Pour aller voir ce qui se passe. Pour aller dire à tout le monde, je suis le président, faites mieux le travail que moi, enfin, faites... J'ai toujours pas d'inspi, voilà, ça va pas changer, mais en gros, il vient, il fait un deuxième speech, voilà. Les heures passent. Non. Les dizaines d'heures passent. Non. Les jours passent. Écoutez-moi bien là, on parle pas de quelques minutes bloquées sous terre, on parle pas de quelques heures, non, on parle de quelques jours qui vont s'écouler, où la trentaine d'employés qui bossent dans la mine sont bloqués sous terre à près d'1 kilomètre de profondeur. Il y a un truc assez fou qu'il faut se dire aussi à ce moment-là, c'est que lors de l'éboulement, l'électricité dans la mine s'est coupée. D'ailleurs, je sais pas si c'est un éboulement, hein, j'ai émis cette théorie à ce moment-là, mais techniquement, on sait pas encore vraiment ce qui s'est passé. Donc l'électricité se coupe, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de lumière. Ils sont donc quelques jours sous terre, dans la nuit noire. C'est alors qu'est organisée une énorme opération de sauvetage qui coûtera plusieurs millions d'euros. Mais l'argent n'est rien face à des vies humaines. Des messages et de la nourriture ont pu être passés aux mineurs coincés sous terre. Il y a littéralement un petit système comme ça de sondes qu'ils envoient sous terre pour communiquer avec les mineurs. C'est une dinguerie. Seulement, aucun humain peut passer à travers ces conduits d'aération. Mais les sondes, elles,
peuvent. Et c'est le seul espoir qu'ils ont pour communiquer avec ces mineurs. D'en bas, les mineurs ont pu participer à leur sauvetage en déblayant les débris qui pouvaient tomber lors du forage au fur et à mesure des jours qui passent. On pense qu'ils ont déblayé à eux seuls entre 750 et 1500 tonnes de débris, ce qui est incroyable. Ils ont même renommé leur campement Esperanza, en référence à la TikTokeuse. Pas du tout, ça veut dire espérance en français. On pourrait croire, hein, mais non. Le forage traîne en longueur et finalement il se termine le 9 octobre, après 33 jours de forage et plus de 2 mois sous terre pour les travailleurs chiliens. 2 mois dans une grotte où il fait nuit. Finalement, le premier mineur sort à un peu plus de minuit, le 13 octobre, après 2 mois et 8 jours passés dans un campement de fortune, à 700 mètres sous la surface du sol. Le sauvetage dure toute la journée, puisque le dernier homme sort à 21h55. Mais tout le monde est en vie, et il n'y a aucun mort à déplorer. 6 hommes se sont succédés pour sauver les travailleurs lors de cette journée, qui a dû être éprouvante, mais si satisfaisante pour tous ceux qui récupéraient leurs proches. Une enquête a été ouverte, et il s'avère que le gouvernement chilien a été grandement accablé durant celle-ci. Des détails sur le non-respect de la sécurité et des rapports sur la dangerosité du site ont été retrouvés, et les mineurs ont tous été très en colère. Car oui, la mine a été exploitée alors que tout le monde savait que leur sécurité était mise en jeu. Après cet incident, le président chilien a annoncé une réforme du travail qui a pris effet depuis début 2014. En 2015, on a même fait un film sur eux. Bon, c'est la moindre des choses, hein, pour être resté 2 mois enfermé dans une cave sans bruit. Enfin, c'est pas une cave, mais t'as compris. Maintenant qu'on a placé les bases et que vous avez un peu compris le concept de ces vidéos, descendons un peu dans l'iceberg des affaires sombres autour de personnes bloquées sous terre. C'est l'affaire de Tham Luang. Attention, ce que vous vous apprêtez à voir est une reconstitution possible des événements, car on ne sait pas réellement, ou on n'a pas du moins les confirmations sur ce qui s'est vraiment passé. Vous allez voir pourquoi. 23 juin 2018, une mère prépare le repas pour sa famille. Elle appelle son fils pour qu'il mette la table, mais aucune réponse. Elle appelle une seconde fois, mais toujours rien. Elle passe par le couloir pour aller dans sa chambre, et là, elle réalise enfin. Son fils n'est pas rentré de son entraînement de foot. Elle saute sur son téléphone et tente de joindre les camarades de son fils. Peut-être que celui-ci s'est arrêté chez un copain en rentrant. Mais non, pire, les autres enfants ne sont pas rentrés, eux non plus. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce match de foot? C'est quoi ce bordel? Elle appelle immédiatement les autorités. Son fils doit bien être quelque part. Et des recherches sont rapidement lancées. Surtout que c'est la période des moussons en Thaïlande. De fortes pluies qui peuvent bloquer des gens dans des endroits parfois improbables. Alors là, on a une première nouvelle. Un garde forestier retrouve tous les enfants. Fin de l'affaire. Allez, prochez-la. C'est faux. Mais un garde forestier trouve quand même quelques trucs. Il va retrouver quelques affaires aléatoires des enfants. Des vélos, des chaussures, à l'entrée d'une grotte. L'entraînement de foot s'est transformé en urbex de grotte. Une grotte en pleine période de mousson, ça sent pas très bon. La mousson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des grandes périodes où il pleut non-stop. Alors qu'est-ce qui se passe s'il pleut dans une grotte fermée? T'as compris. Les 12 enfants, âgés entre 11 et 16 ans, ainsi que leur entraîneur, se sont réfugiés dans la grotte à cause de la pluie qui tombait à verse. Sauf que malheureusement, ces mêmes pluies les ont empêchés de sortir et vont les coincer à l'intérieur de la grotte. Je vous laisse imaginer la peur des parents lorsqu'ils ont appris ce qu'il se passait et surtout où était leur enfant. Dans une grotte, inconnue, avec leur entraîneur. Je pense que leur entraîneur à ce moment-là, il est viré instantanément. Ou alors il est capturé par des yakuza. Voilà, je sais pas, ça dépend. Personne connaissait vraiment cette grotte, personne ne s'y était vraiment aventuré. Il a fallu appeler un expert britannique en grotte thaïlandaise pour tracer un plan de la grotte le plus proche possible de la réalité. Oui, il existe des experts britanniques en grotte thaïlandaise, c'est vraiment très précis. Tu fais quoi dans la vie? Moi je suis expert britannique en grotte de Jean-Kévin Dumouret. Voilà, j'ai toujours pas beaucoup d'inspiration, excusez-moi, on va reprendre avec la vidéo. Une cellule de crise a été mise en place afin de secourir les enfants, chose qui n'était pas facile. L'eau a été drainée, mais le niveau était toujours trop haut, et apprendre la plongée souterraine à des enfants ne serait pas chose aisée. Alors là, le temps s'écoule. La cellule de crise est mise en place et des explorateurs vont commencer à se rendre dans la grotte, un par un, sans retrouver les enfants. 1 heure va s'écouler, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Plus le temps avance, plus les chances de retrouver les enfants deviennent de plus en plus maigres. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont encore en vie? 10 jours, messieurs dames. Le groupe a été retrouvé le 2 juillet, soit après une dizaine de jours. Les enfants étaient en vie pour le moment, fatigués et affamés. Ils avaient pu boire, mais n'avaient pas mangé depuis 10 jours. La fatigue rendait leur sauvetage difficile et dangereux s'ils devaient apprendre la plongée. Ce n'était donc pas envisageable. Et les faire attendre 4 mois dans une grotte pourrait causer des dommages psychologiques considérables. 4 mois, c'est le temps pour que la période des moussons s'arrête. Il faut donc envoyer une équipe de secours pour les aider. Il leur faudra 6 heures pour atteindre le groupe et 5 pour revenir, ce qui est considérable. Des tuyaux d'oxygène sont installés tout le long du parcours, comme des bouteilles au cas où.
Malheureusement, durant l'opération, un des sauveteurs perd la vie. Les autorités précipitent le sauvetage, qui doit être rapide et sans autres victimes. Les enfants sont sortis par groupe de 4 de la grotte. Le premier groupe sort le dimanche 8 juillet et le dernier 12 jours plus tard. Après 18 jours passés dans la grotte, tous les enfants sont emmenés à l'hôpital où ils resteront une semaine. Heureusement, tous les enfants ont pu sortir de l'hôpital en bonne santé. Avant de rentrer chez eux, les enfants ont tenu à rendre hommage à l'homme qui avait perdu la vie pour les sauver. Il s'appelait Saman Kuman et il était un des anciens membres des commandos de la marine thaïlandaise. Il est décédé après avoir perdu connaissance alors qu'il n'avait plus d'air dans sa bouteille. Bon, une victime, mais au moins tous les enfants ont été sauvés. Là, on n'est que sur des histoires qui finissent bien. Mais je vous rappelle qu'il y a peut-être certaines histoires qui vont mal finir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire du gouffre des Vitarelles? Déjà, quand une affaire commence par un gouffre, rien que le mot gouffre, vous trouvez pas qu'il fait un peu peur comme ça quand on parle de trucs sous terre? C'est un gouffre, messieurs dames. C'est plus une grotte, d'accord? C'est un gouffre. C'est le 11 novembre 1999. 7 membres du club de spéléologie de Keramat, dans le Lot, en France. Ils s'aventurent dans le gouffre des Vitarelles. Un réseau de souterrains s'étendant sur 14 km. Leur exploration doit durer 3 jours, pas un de plus. Les 7 hommes sont sûrs d'eux et confiants. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Malheureusement pour eux, ça se passe mal. Ils meurent tous. Fin de l'affaire. La 4e affaire... Et non, c'est encore une blague, évidemment. Je détends l'atmosphère comme je peux, excusez-moi. Malheureusement pour eux, un changement météorologique va tout faire basculer. Ils devaient rester 3 jours, je vous rappelle, dans cette grotte. Vous allez voir que... le temps total qu'ils vont passer à l'intérieur est bien plus grand. En effet, il se met à pleuvoir le soir du 12 novembre, et fort. Les eaux montent. En dehors, cette crue provoque mort et disparition. Mais pour les 7 personnes enfermées dans ce gouffre, c'est l'enfermement qui les attend. Car oui, l'accès au gouffre est maintenant pris sous 30 mètres d'eau. Impossible pour eux de sortir. Ce sont des experts en spéléologie, pas en plongée. Malheureusement, ils ne peuvent prévenir personne avant le lendemain. Et encore, ils ont eu de la chance, car oui, je vous rappelle qu'ils devaient passer 3 jours dans ce gouffre, donc tout le monde autour d'eux était au courant. Personne n'avait de raison de s'inquiéter au bout du 12e jour. L'inquiétude venait de la pluie, pas d'un accès bouché, et d'une impossibilité à sortir. Le 13 novembre, les secours sont appelés sur un autre sauvetage, celui de 3 spéléologues sur un site pas loin. Il n'y a aucune indication du comment ils ont été prévenus pour celui-ci. Mais dans tous les cas, le sauvetage de ces spéléologues commence le 15 novembre. Au départ, les secours ne s'inquiètent pas trop, surtout que certains des spéléologues connaissent très bien l'endroit. Le problème, ce sont les crues, et la vitesse de l'eau qui empêche les secours de progresser vers le groupe. 2 pompiers sont d'ailleurs blessés. Ils ont du mal à avancer. Et ça pose problème. Car oui, les heures passent. Les jours aussi. Et chaque jour peut être crucial lorsqu'on est coincé sous terre, vous imaginez bien. Mais ils parviennent à avancer grâce aux importants moyens mis à disposition pour sauver les 7 personnes coincées. Problème, le 18 novembre, il y a une seconde crue qui force tout le monde à reculer après 3 jours d'avancée. Problème qui vient faire basculer toute cette opération de sauvetage. Le 18 novembre, soit 3 jours après le début du sauvetage, qui n'a pas encore abouti, ils n'ont pas encore trouvé le groupe, il y a une nouvelle crue. Ce qui fait en sorte que malheureusement, les sauveteurs doivent faire demi-tour. Ouais, ils font littéralement « Ok, pour éviter de lancer une 3e mission de sauvetage, on va s'en aller et on revient plus tard. C'est tout bon pour nous. » Un jour plus tard, des forages ont lieu. 150 sauveteurs sont mobilisés sur les lieux, ainsi que 4 foreuses, un hélicoptère et un avion. Les moyens mis en œuvre pour sortir de leur trou sont vraiment énormes. Mais alors, est-ce qu'ils vont réussir? Eh bien, les jours vont s'écouler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, bloqués sous terre, sans lumière, sans rien. Mais une lueur d'espoir apparaît. Les sauveteurs creusent le trou manquant, ils les trouvent et les sortent du gouffre le 21 novembre, soit 10 jours après leur entrée. Faibles, mais en bonne santé. Petit fun fact assez rigolo, cet incident a provoqué 2 polémiques. La première étant les coûts occasionnés par le sauvetage. Ouais, mobiliser tous ces gens et tout ce matériel, c'est pas gratuit. Malheureusement, si c'est pour sauver la vie de personne. De plus, on s'est quand même demandé si les spéléologues avaient pris la décision de descendre en sachant les risques qu'ils ont. Ils affirmaient tous que le bulletin météo du 11 était très bien et que le temps a changé le 12. Et beaucoup de personnes ont affirmé le contraire, donc ça a pas mal à râler sur le sujet. La Dio. Nous sommes le dimanche 23 mai 1982. 3 jeunes spéléologues décident de descendre la grotte d'Adio, en Haute-Savoie. Ils viennent de Metz et ils ont parfaitement étudié le parcours. Ils attendent ça depuis des mois, ils ont même dû laisser tomber plusieurs descentes à cause du mauvais temps. Pourtant, je suppose qu'ils doivent connaître la triste réputation de cette grotte. Tous les ans, des spéléologues restent coincés, souvent à cause des intempéries. La suite, vous la connaissez sans doute. Dès le lendemain, les familles commencent à s'inquiéter. Ils ne devaient pas rester si longtemps. Les secours sont alors alertés. À l'époque, ni GPS ni téléphone portable. Alors les recherches ont commencé. Mais personne ne savait où trouver les 3 jeunes gens coincés sous terre. Et tout le monde espérait qu'ils avaient pu trouver un endroit en hauteur pour se protéger des eaux. Car oui, à cause de la météo, l'eau a monté. Mais il n'y avait aucun moyen de le savoir. Alors tout le monde était très inquiet pour les 4 spéléologues.
Parfois la jeunesse peut faire des folies, et cette descente en était probablement une. 4 jours s'écoulent, 4 jours sans avoir aucune nouvelle. L'inquiétude monte à chaque heure qui passe, et l'espoir s'éteint également. Les jours et les nuits passent, sans aucune nouvelle, et on peut se demander s'ils sont encore en vie. Ce ne sont pas les crues qui inquiètent, mais bien la fatigue et les températures. Même si les spéléologues sont très bien équipés, la température avoisine les 4 degrés, et le taux d'humidité est de 100%. Cela fait plus de 100 heures qu'ils sont enfermés dans cette grotte. Si on ne les retrouve pas rapidement, ils pourraient tous les 3 mourir d'hypothermie. Mourir de froid dans une grotte. On espère tous mieux, n'est-ce pas? Alors oui, c'est normal que tout le monde s'inquiète. Les équipes de secours sont entrées par 2 endroits différents et transportent du matériel de survie et de la nourriture. Une des équipes est arrêtée par la violence des crues et l'autre avance lentement. La progression est difficile à cause de la violence du débit de la rivière souterraine. Les secouristes sont inquiets. Ce genre d'incident tue des spéléologues tous les jours et la peur commence vraiment à s'installer. Après avoir passé 4 jours sous terre, sans eau, sans nourriture, ils sont retrouvés. La centaine de sauveteurs et de bénévoles ont réussi leur coup. Les 3 spéléologues sont retrouvés vivants. Un médecin est descendu dans la grotte pour les examiner. Malgré la fatigue, ils allaient bien. L'un d'eux avait des gelures aux pieds, mais ils étaient tous les 3 en vie et ils allaient bien. Ils sont sortis de la grotte au bout de presque 190 heures sous terre. Plus de peur que de mal pour ces 3 amis qui continuent encore aujourd'hui d'explorer des grottes. C'est bon pour vous? Pour cette dernière affaire, je vous propose un truc un peu spécial. Au lieu de parler d'une seule affaire, je vais vous raconter 5 petites histoires étranges autour de personnes perdues dans une grotte. Alors, ces 5 enquêtes étranges ont été tirées de cette chaîne YouTube et de cette vidéo, si jamais. Première affaire bizarre. Ici, nous avons un groupe d'hommes qui parcourent une grotte, John's Cave. Quand soudain, l'eau commence à entrer et à remplir la cavité dans laquelle ils sont. Dans cette vidéo qu'on a retrouvée, on les voit qui essaient par tous les moyens de se tirer de là. Heureusement pour eux, ils ont survécu et ils ont tout fait pour s'en sortir. Finalement, le plus embêtant, ça a été les 3 heures qu'ils ont perdues pour trouver un autre chemin. Deuxième histoire. Dans cette autre vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube, on voit un jeune homme complètement inconscient descendre dans une grotte avec 2 de ses amis. Les 3 garçons ne sont pas du tout préparés et c'est vraiment stupide, je trouve. Et tout ça pour trouver une cachette de géocaching, une sorte de chasse au trésor par GPS. Ils se sont perdus dans la grotte et ont tout fait pour en sortir. Ils se sont même retrouvés dans une cavité remplie d'araignées. Ils n'ont pas l'air très effrayés dans la vidéo, mais un claustrophobe serait sans doute mort de peur. On sent bien qu'ils ont galéré à sortir de leur trou et que les araignées ont dû bien faire peur. Heureusement, ils ont réussi à s'en sortir, mais ne rentrez jamais dans ce genre de grotte ou de souterrain sans être préparé. C'est vraiment dangereux. Troisième histoire rapide, on a retrouvé cette vidéo postée en 2010 qui portait le nom de Dangereuse et vieille mine. Une sorte de vidéo fan footage dans laquelle on voit un type qui explore une mine abandonnée avec son chien. Quand soudain son chien a eu l'air d'avoir peur, alors ils ont commencé à s'enfoncer. Peu après, il commence à courir comme s'il fuyait quelque chose ou qu'il essayait de rattraper son chien qui était devant lui. Puis son chien disparaît. C'est une des affaires les plus bizarres qui tournent aujourd'hui sur YouTube autour de cavités sous terre. On n'a pas de réponse, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas non plus si le mec a survécu ou si on a juste retrouvé ses rushs sans son corps. On sait pas grand chose en fait sur cette vidéo. On dirait qu'il a rencontré quelqu'un ou quelque chose, bref, c'est très bizarre. Balancez vos théories dans les commentaires. Quatrième affaire rapide, ce jour-là, un certain Steve Ronan est descendu profondément sous terre pour explorer une cavité avec son équipe. Ils ont retrouvé une petite fille seule, apeurée, et qui, en plus de ça, ne parlait pas anglais. They don't speak. She doesn't speak English. Ok, je sais pas si vous comprenez, on parle d'un mec là qui va explorer une grotte et qui retrouve une fille dans une grotte. Toute seule. C'est pas normal. Ils ont essayé de communiquer avec elle pour qu'elle puisse sortir de ce trou avec eux et qu'elle soit enfin en sécurité. Ils ont tous pensé qu'elle s'était perdue dans les grottes lors d'une exploration en famille. Sauf que la jeune fille raconte qu'un jour, elle s'est juste réveillée là, dans la grotte. Elle raconte qu'elle n'est pas partie faire de l'exploration avec sa famille, qu'elle n'est pas non plus partie en randonnée, non. Elle s'est juste réveillée un beau matin et elle était dans cette grotte. Étrange, n'est-ce pas? Mais pas aussi étrange que cette 5e et dernière affaire de cette vidéo. Sur cette autre vidéo, retrouvée sur YouTube, on voit quelques hommes explorer une grotte et ils y font quelques mauvaises rencontres, comme des tarentules, un rat géant et des passages vraiment très étroits. Regardez là, on est obligé de le tirer pour qu'il puisse sortir. Seul, il serait probablement resté coincé là. C'est effrayant. Regardez les images, me donnent des sueurs froides. Le pire, c'est qu'on n'entend des rires. Soit ils ont l'habitude, soit ils sont complètement inconscients. Il y a un truc encore plus bizarre avec cette vidéo, c'est que les personnes que vous voyez dans cette vidéo, on les a jamais retrouvées. On a juste retrouvé leur caméra. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé cet épisode en entier. Je te rappelle que tu peux cliquer sur ton écran si tu veux continuer de passer la soirée avec moi. Tu peux continuer à regarder d'autres affaires, d'autres enquêtes super intéressantes. Je te rappelle que chaque vendredi, sur cette chaîne YouTube Noah comme avant, je vous raconte un petit thread d'horreur. Pour ceux qui étaient là déjà à l'époque, en 2018, où j'ai commencé à vous raconter les threads d'horreur. Bref, c'était Noah. Bye.